Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo et à la miniature, nous sommes avec le combattant le plus souriant du Fight Game. Âgé de 24 ans, tu es surnommé Le Fauve. Jordan Zebo, bienvenue à toi. Merci beaucoup à toi, salut à tous. Et comme d'habitude, enchanté d'être avec toi dans cette C'est ça. vidéo. Donc il faut savoir que Jordan, c'est la première personne à nous avoir accordé une interview il y a de ça 2 ans et demi. Donc Ouais, c'était durant l'été 2022, c'est ça. si je ne me trompe pas. Donc déjà, merci à toi Jordan pour ta gentillesse d'être présent aujourd'hui et d'avoir été présent aussi par le passé. Ah bah merci à toi. C'est toujours agréable de pouvoir échanger avec toi. On a toujours des questions pertinentes et tout, c'est super. C'est Je hyper me cool. souviens à cette époque, tu étais en 2-0 seulement, tu venais Ouais, de combattre Karim Gadji. c'est ça. Là, tu as fait une énorme évolution dans ta carrière. Donc tu es aujourd'hui en 7 victoires pour une seule défaite. Ouais. Comment est-ce que tu jugerais ton évolution durant ces 3 dernières années? Une évolution satisfaisante parce que j'ai eu à la fois beaucoup d'expérience avec des combattants très forts et aussi j'ai testé plusieurs événements. Moi je pense que je suis à un moment de ma carrière où c'est un grand tournant. Ça va vraiment être normalement j'ai mon combat qui arrive et si je le gagne ce sera pour la ceinture le prochain combat normalement. Et ce que j'avais prévu c'est que en fonction de comment ça se passe, soit je passe à l'UFC s'ils appellent, soit je reste avec Arès et je défends un maximum de fois. En tout cas, c'est ce que je veux, défendre un maximum de fois ou aller à l'UFC s'ils appellent. Je suis vraiment pile à ce tournant-là que j'attendais depuis longtemps, quoi. Tu l'as dit, tu combats du coup à Arès. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais tu combats le 16 mai Le prochain, 16 mai, du coup, oui. à l'Adidas Arena. Drôle de coïncidence, mais il a exactement le même palmarès que toi, oui, c'est Ouais, Marmouche, c'est ça. mais un style, on va dire, complètement différent et assez, on va dire, assez complémentaire au tien, parce que toi, je trouve que quand tu combats, du coup, enfin, beaucoup le savent, mais tu fais des grosses amenées au sol, Ouais, mais tu gardes pas forcément les combattants au sol assez longtemps, alors que c'est lui, ça. au contraire, ses amenées au sol ne sont pas aussi puissantes que les tiennes, mais par contre, c'est un gros soumetteur. Donc j'ai noté qu'il avait 5 victoires par soumission sur ses 7 victoires. Mhm. Euh, comment tu vas aborder ce combat, toi? Comment tu l'appréhendes tout simplement? Moi, je sens que je suis quelqu'un de très complet, Mhm. mais par rapport à la plupart des gens, du coup, pour moi, c'est similaire à ce qu'on voit au plus haut niveau, maintenant, de nos jours. C'est que j'ai un très haut niveau, mais dans tous les secteurs qui composent le MMA, Mhm. striking, grappling et lutte. Et j'ai tout fait pour toujours évoluer avec les meilleurs dans ce domaine-là, dans tous les domaines du coup. Des gars qui ont la ceinture mondiale en boxe thaï, des gars qui ont des titres européens et mondiaux en grappling, des lutteurs de l'INSEP. Donc voilà, j'ai tout optimisé avec mes coachs Con Mondé, Benjamin Morga, Anthony, tout le monde et forcément Lopez et Benjamin Sarfati. Là, on a vraiment une équipe où on optimise tout et j'ai atteint un niveau où on peut me faire m'entraîner avec les meilleurs dans Mhm. leur domaine. Ok. Je pense que c'est ça mon point fort par rapport à Wissem, c'est que maintenant, il s'entraîne aussi avec des gars très forts dans leur domaine. Tu s'entraîne notamment au Mamoudi Au Gym, Mamoudi comme Gym on a pu avec voir. des champions du monde de striking, etc. Et, euh, et d'ailleurs, il a un bon coach, Nicolas Haute, que je Nicolas Haute connais, aussi, oui. qui était ici Ouais. avant d'ailleurs. Et Est-ce que ça peut jouer contre toi, ça, tu penses? contre moi, je sais pas parce que j'ai tellement évolué que la seule chose qu'ils peuvent garder comme chose qui est sûre, c'est ce que tout le monde sait. C'est-à-dire que je suis athlétique, très fort, très puissant et en même temps beaucoup de cardio. Derrière, il y a le côté très complet que je mets en avant dans tous mes combats, c'est-à-dire que je peux à un moment faire quasiment 100% le lutteur, comme avec Karim Gadji ou mon dernier combat contre Vincent Delguera. Mhm. Ou bien je peux faire que le striker comme avec Marie Sardi ou le Brésilien que j'avais eu juste avant. Mhm. Donc euh, Vraiment je mélange tout et je m'adapte en fonction de la personne que j'ai en face. Et avec lui ce sera le cas, je vais juste m'adapter à ce qu'il va me proposer. Mais je sais que j'ai les armes pour toutes les distances, debout ou au sol. Même au sol, tu penses que tu as les armes face Ouais, à, face à un spécialiste du JJB comme ouais, Wessem? ouais. Vu les personnes avec qui je m'entraîne, bien sûr, Wissem,
chaque personne a son style, chaque personne a ses détails. Ça ne veut pas forcément dire le fait que je m'entraîne avec des personnes plus titrées en grappling, ça ne veut pas forcément dire que c'est le même jeu qu'il a au sol. Mais on optimise. Et bien sûr aussi on étudie les vidéos. Donc par rapport à ce qu'il faisait, ben, on a regardé, on s'est adapté et on a essayé de me mettre dans les pires situations possibles, imaginables, et que j'arrive à m'en sortir même face à des personnes qui sont très titrées en grappling. Est-ce que tu penses que, parce que beaucoup de gens disent que tu le sais, tu es très souriant, tu es très jovial, très gentil, est-ce que ça te porte et ça t'a porté préjudice par le passé? Je pense que c'est les personnes qui ne me connaissent pas vraiment, même presque pas du tout. Mais généralement, ça a plus été quelque chose de positif pour moi. Les personnes qui regardent un minimum quelques combats de moi, ils voient très bien, surtout ce qui a beaucoup mis en avant ça, c'est surtout le combat contre Marie Sardi. Parce que quand j'ai demandé le bonus, là, ils ont vu que c'est un autre Jordan qui est dans la cage. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça que mes partenaires de Martinique m'ont surnommé le Fauve. C'est par rapport au professeur dans X-Men qui est à la fois sauvage, quand il faut se battre, ben, c'est toujours le professeur. C'est le gars qui est l'intello, qui est studieux, qui est très gentil dans la vie de tous les jours. Et c'est ça. Ben, moi, c'est le cas. Je suis à la fois efficace en combat, mais dans la vie de tous les jours, avec une vision très scientifique en plus du MMA, où je cherche tous les moindres détails et j'essaie d'aller chercher loin en fonction des différentes morphologies et tout. Vraiment, je vais chercher loin. Et d'ailleurs, je suis coach aussi à côté, donc ça revient à quelque chose de similaire. Donc c'est un avantage pour moi d'avoir cette personnalité et aussi cette façon de voir le MMA où je peux m'autocritiquer aussi autant. Donc voilà, tout simplement, je suis détendu, souriant quand il faut, et dans la cage, efficace. Efficace avec les bons côtés du fait d'être calme, mais aussi, bien sûr, l'agressivité qu'il faut pour appliquer aussi même mes qualités physiques, tout simplement. Tu dis que tu t'autocritiques beaucoup. Qu'est-ce qui a changé, selon toi, niveau mental ou niveau physique, durant ces 3 dernières années? Donc, encore plus de maturité. Je pense qu'il y a encore plus de maturité. Avec les coachs, on a vu une simplification en quelque sorte de certaines choses que je fais en combat et de manière à ce que ce soit toujours plus efficient. J'étais quelqu'un d'efficace, mais là, on a encore plus optimisé l'efficacité pour les timings, que les techniques que je fasse soient moins longues. Que ce soit plus direct et qu'il y ait le temps qui soit optimisé pour que justement, d'ailleurs, je puisse avoir de plus en plus de finish dans mes combats. Parce que j'étais quelqu'un de très minutieux, qui prenait son temps, qui prenait jamais le risque. Beaucoup, voilà. Et maintenant, ben, on a essayé d'amener à autant d'efficacité, voire plus, mais avec une moins longue durée. Et du coup, ben, vu qu'il y a des rounds avec un temps bien donné, on essaie de faire le maximum de résultats en un round. Pas juste dès que je domine, ça va, mais vraiment que je cherche à finir tout le temps. Moi, je trouve personnellement dans tes combats que soit tu vas décider à un moment donné d'amener ton adversaire au sol, peu importe, même s'il se relève, etc. Ou soit tu vas décider tout simplement de striker avec lui. Mais par exemple, face à Marie Sardi, on était là lors de cette soirée. Je me souviens d'ailleurs de la conférence de presse ou de tout ça. Mais je trouve que tu dis que tu es assez complet, justement, ça tu le sais et on le sait, que tu peux striker et lutter, mais je trouve dans tes combats que tu mixes pas assez, enfin tu te fies à une stratégie. Par exemple, comme je t'ai dit, si tu décides de l'amener au sol, tu vas l'amener au sol, si tu décides de le mettre KO, tu vas le mettre KO, mais qu'est-ce qui fait que tu ne mixes pas assez en fait, que ce soit la lutte ou le striking? Je pense que c'est par rapport aux adversaires que j'ai eus. Ouais, tu t'adaptes. Voilà. C'est vraiment cette idée de simplification.
Quand on dit simplifier, c'est-à-dire que si la personne me donne une voie où je sens que c'est vraiment beaucoup plus facile, bah, je vais mettre toute mon énergie quasiment dedans. Ok. Toujours en restant prêt à saisir une opportunité éventuelle ailleurs, si ça se présente et que c'est sécuritaire, mais je ne vais pas un peu m'éparpiller, c'est-à-dire de l'extérieur. Bah, c'est pour ça que d'ailleurs que je disais que d'un combat à l'autre, on peut avoir l'impression que je suis que le lutteur, mais si on regarde un autre, bah, je suis que le striker. C'est ça. Parce que l'adversaire, s'il est plutôt unidimensionnel, bah, on va voir directement la faille dans un secteur. Si c'est, par exemple, Delguera, c'était beaucoup le sol et la lutte, bah, vraiment, j'ai mis toute mon énergie dedans. Est-ce que tu ne joues pas sur ça, le fait que ton adversaire t'attend en lutte et justement tu vas feinter, l'amener au sol et justement tenter de C'est ce que j'avais fait avec Marie Sardi. C'est ça, et justement c'est là où tu avais eu un finish. Exactement. Donc là, dans ce cas-là, oui. Mais les autres combattants que j'avais affrontés, c'était vraiment dans une dimension que vraiment fallait que je juge. Que, par exemple, le Brésilien que j'avais affronté, ou bien le Portugais que j'avais affronté, les deux en low kick, ça fonctionnait énormément. Oui, ouais. Et limite, aujourd'hui, bah, je sais, et on l'avait vu juste après ces combats-là, avec les coachs, que bah, j'avais d'ailleurs pas assez insisté, malgré le fait que j'étais resté quand même beaucoup en striking, surtout avec le Brésilien, peut-être moins avec le Portugais, mais j'aurais dû insister plus sur les low kicks et ça aurait vraiment amené à un TKO en low kick. Donc ça m'aurait rajouté 2 finishes dans mon palmarès. Et donc plutôt que mixer, justement dans ces combats-là, c'est l'exemple même de ce que je veux dire, c'est que plutôt que mixer, à des moments, il vaut mieux vraiment mettre toute l'énergie sur une seule chose. Donc avec Delguera, je l'ai appliqué. Et il suffit que je sois face à un adversaire où le striking va devoir être là où je mets le plus d'énergie. Et je vais appliquer ça. Si je vois qu'il y a une faille, par exemple sur la jambe, je vais beaucoup mitrailler la jambe. Tout simplement. Si c'est le corps, bah, pareil. Tout dépend des adversaires et des combats. C'est ça. Tout dépend à chaque fois et je cherche vraiment quelque chose de ciblé. Beaucoup disent que quand on cherche le finish, on ne l'obtient pas. Est-ce que toi, durant ton combat face à Marie Sardi, tu as cherché absolument le finish? Donc, je vois un peu ce que tu veux dire, mais c'est un peu plus subtil que ça. En gros, c'est toutes les frappes que je mettais, je voulais que ça serve. D'accord. Et c'est pas toujours le cas? Mais il ne faut pas justement qu'on se dise, allez, celle-ci va fonctionner et ensuite être frustré de ça n'a pas fonctionné. Et quelque chose que j'ai appris aussi beaucoup, c'est en striking, il faut toujours être prêt à mettre des frappes encore derrière. C'est ce que tu as fait à jouer sur le fait de mettre des middle et il s'attendait à un middle, tu as mis un high kick. Et même après le high kick, il faut être prêt à ce que ça ne fonctionne pas et qu'on enchaîne. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas cherché à finir avec le high kick. J'ai cherché à finir avec le high kick, comme j'avais d'ailleurs avec les middle cherché à finir. Il y a eu 2 fois où il s'était un peu plié. Voilà, j'ai vraiment sur toutes les frappes, même les low kicks, si ça pouvait directement faire un TKO en low kick, ben, ça aurait été bien. Mais voilà, j'ai varié toutes les hauteurs, tous les angles avec les front kicks aussi. Et chaque frappe, je les mettais pour que ça serve. S'il n'y attendait pas et qu'il n'était pas un minimum gainé, bah, ça aurait été un KO au corps. Mais je vois un peu, en vrai, c'est un peu vrai, mais plus dans le sens de les frappes doivent chercher à finir, pas au prix d'être complètement découvert, mais il faut toujours être prêt à mettre derrière. Toi, tu cherches toujours le finish durant tes combats ou pas? Là, je cherche le finish, mais c'est vrai que, enfin, surtout dans les précédents combats, j'étais beaucoup dans la gestion. C'est-à-dire que souvent, je laissais quand même un peu trop l'autre récupérer d'une frappe, qui d'ailleurs avait bien touché, pour ensuite repartir sur autre chose. Il y a certains moments, comme avec Marie Sardi, où le middle touche, et on voit que dès qu'il se fléchit un peu, là, j'enchaîne. Ah, c'était le fauve qui avait parlé. Ouais, c'est ça. Mais il y a des moments où, comme avec par exemple Title Shy, bah, j'ai été tellement prudent, j'avais touché, mais je faisais très attention à comment il aime beaucoup les retourner. Et d'ailleurs, plusieurs fois, il a essayé de me contrer. Quand il a vu que j'essayais d'avancer pour le finir, bah, il m'aspire et il me contre, il essaye. Après, j'avais bien bloqué, mais c'était à ça, quoi, tu vois. Donc, c'est des petits moments comme ça, de rappel où il y a un peu le dilemme de est-ce qu'il faut que je prenne mon temps ou il faut que j'y aille un peu plus. Et maintenant, on a corrigé ça. Là, je fais en sorte de pouvoir être vraiment dans la guerre s'il faut être dans la guerre
et continuer à monopoliser la parole en fait. J'ai dit au début de l'interview que est-ce que le fait d'être souriant, d'être gentil, ça t'avait porté préjudice. Mais il y a aussi du coup ton côté fauve qui t'a porté préjudice par le passé. Ouais. J'ai l'impression qu'avec toi, il n'y a pas de juste milieu en fait. C'est soit tu es le Jordan qu'on voit actuellement, souriant, avenant, ou soit tu es le fauve. Soit tu te transformes directement en fauve. Il n'y a, pas de, genre, il y a pas de juste milieu en fait. C'est vrai. Comment tu arrives justement à faire la part des choses? Comment tu arrives à rester lucide lors de tes combats? Parce qu'on a vu face à Cédric Doumbé que il était rentré dans ta tête, là tu t'es été énervé. Ouais. Ça t'a servi de leçon, j'imagine? Ouais, ça m'a servi, ouais. Et comment aujourd'hui tu arrives à pas te transformer en fauve? Donc là, c'est un mix. On arrive à un mix parce que justement même au niveau des sparring, Lopez il a beaucoup aidé à ça pour que justement j'arrive à plus me lâcher parce que j'ai toujours été quelqu'un qui à l'entraînement, j'étais vraiment complètement trop gentil. D'accord, ok. C'est-à-dire que ça ne se rapprochait pas du combat assez. Même lorsque les sparring partners allaient à fond, moi j'allais toujours dans la souplesse, dans la technique. Et forcément, il y avait un peu un écart au niveau du dynamisme et de ce qu'il faut. D'ailleurs, les jours de sparring en général, on n'a que 2 jours dans la semaine où l'objectif c'est se rapprocher de l'intensité aussi du combat. Et du coup, à ce jeu-là, je ne jouais pas assez. Là, maintenant, on le fait. Du coup, ça m'entraîne un petit peu plus à gérer mes émotions aussi et surtout ce juste milieu entre sortir le fauve, mais en même temps rester le Jordan intelligent. Et c'est les deux, mais au même instant. C'est ça qui est intéressant. Là, par exemple, avant, je finissais quasiment jamais en sparring. Et maintenant, je me suis habitué à avoir le finish. Et même, justement, on a mieux quantifié les moments où, en fait, là, c'était un peu risqué de rester dans la boîte et échanger. C'est dans ces moments-là, et on a mieux pu jauger ça. Même quand on filme de l'extérieur et qu'ensuite on me dit « Ah là, c'était OK par rapport à avant, c'est bien, tu as pu passer ce cap, maintenant on gère. » Et là, il y a un maintenant, vrai travail, quoi. Voilà, on a fait ce travail-là pour avoir un peu ce juste milieu et éviter les erreurs et rester agressif, mais toujours avec le fait de pouvoir sortir quand il faut, être un peu plus souple à des moments, être un peu plus dur à certains instants. Voilà. Je me souviens, il y a 3 ans, je t'avais posé la question d'un éventuel combat contre Baki. Tu m'avais dit à l'époque, non, c'est mon partenaire d'entraînement. Vous étiez tous les deux à Arès, d'ailleurs, comme aujourd'hui. D'ailleurs, tu vas combattre en co-main event, lui va combattre en main event. C'est ça. Vous êtes dans la même catégorie, vous avez 1 an d'écart seulement, vous deux. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Parce qu'on sait que, tu l'as dit, si tu gagnes ce combat contre Wissem, tu combattras pour la ceinture. Si Baki gagne ce combat, il sera le nouveau champion d'Arès. Est-ce que vous avez parlé d'un éventuel combat où lui, de son côté, va faire son chemin et va partir au Bellator comme on l'attend pour la suite? Donc là, c'est du coup le PFL. Le PFL, excuse-moi, oui. Le Bellator, PFL. Ouais, ils sont. Ouais, voilà, maintenant c'est ensemble. Mais du coup, du coup, là, on n'en a pas parlé avec lui, mais. parce que vous discutez quand même. Ouais, mais là, pour cette carte-là, ça faisait un moment, là, ça fait plusieurs mois, on n'a pas discuté. D'accord. On parle parfois sur les réseaux et tout. Et du coup, avant, il était ici, mais je ne l'ai pas revu entre-temps. Mais ouais, s'il restait, je pense que, peut-être qu'on se serait dit, on le fait. Mais c'est vrai qu'avant, on s'était dit, si on s'affronte, ce serait à l'UFC. Là, vu qu'il fait son chemin au PFL et qu'il n'a qu'un seul combat à faire et qu'après ce combat-là, normalement, il repart. Donc ça voudrait dire qu'il n'y a pas l'opportunité non plus de faire le combat. Mais c'est. Et toi, ça te dérangerait c'est un peu mitigé, ça ne me dérangerait pas forcément. Mais je peux comprendre. Tu penses que c'est un combat qui ferait parler de lui? Ouais, je pense. Là, je sais qu'il y a beaucoup de fans de moi, de Baki, qui espéraient ce combat-là. Mais là, vu qu'il repart, je pense même pas qu'il y aura la possibilité au final. Mais je pense que c'est sûr, ce sera un très beau combat, que ce soit à Arès ou à l'UFC.
Là, je pense que si on arrive en haut, bah, on va tous les deux prendre plaisir parce que lui, il a un peu la même vision que moi, martial. C'est ça. Et bah, on va mettre l'amitié de côté et on va se donner, mais c'est vrai que s'il n'y a pas un vrai enjeu, Ouais, je comprends. avant ça, par exemple pour la ceinture ou quoi, bah, Il n'y a pas l'intérêt de ouais, le il n'y a faire, pas quoi. d'intérêt, c'est ça. Mais forcément, si vous allez tous les deux un jour à l'UFC, vos chemins se croiseront, c'est sûr. Ouais, je pense, je pense. Et même, Parce que vous êtes tous ils les aiment deux le assez côté jeunes, c'est ça. storytelling et C'est tout, ça, c'est voilà. Et là, le fait d'avoir déjà été partenaire d'entraînement et tout, même l'UFC va encourager Un ça. peu comme Ngannou face à Hagan, quoi. C'est ça, c'est ça. En vrai, ça peut être une belle histoire si ça amène à ça. En vrai, ça peut être cool. Parce qu'il vous reste au moins une dizaine d'années avant de finir votre carrière, quoi. Au moins, au moins. En plus, minimum. on est tous les deux assez intelligents de notre manière de nous entraîner et de gérer notre carrière. Donc, on risque pas d'arriver abîmé tôt. Je pense pas. En tout cas, moi, dans ma méthode d'entraînement, je sais que j'optimise tout pour avoir une bonne longévité dans le sport. Là. Qu'est-ce que tu as pensé d'ailleurs du combat de Doumbé face à Baki? Donc j'ai trouvé que c'était intéressant. La garde papillon, j'ai vu que ça avait quand même gêné. Et c'est vrai que Baki, il a un côté par rapport à moi. En tout cas, là, il a dit qu'il a beaucoup évolué. Donc j'ai hâte de voir dans quel sens. Mais là, avant, il avait ce côté un peu bloc. Quand il est sur quelqu'un, vraiment un bloc lourd et tout. Et pas forcément avec une grande mobilité autour de la personne. Et c'est vrai que dans ces phases-là, c'est vrai que moi, j'aurais eu beaucoup cette mobilité. Le passage de la garde papillon en ciseaux et passer de l'autre côté, en genou poitrine et tourner vraiment autour, avec un côté un peu plus dynamique, plus léger au sol. Plus poulpe un peu, Ok, pour avoir un peu l'image. Et là, lui, il avait encore, à ce moment-là, en tout cas, ce côté, juste il reste en bloc. Et ça a permis, depuis la garde papillon, à avoir beaucoup d'espace pour que Cédric se relève plusieurs fois. Donc je pense que j'aurais eu un petit côté un peu plus poulpe, hermétique et à glisser. Donc c'est plus comme ça mon sol par rapport à celui de Baki, en tout cas de ce qu'il avait montré avant. Et c'est quand j'ai regardé le combat, et même avec Conmon, les coachs où on regardait le combat, ben on s'attendait, on voyait les petits détails comme ça, où là j'aurais fait ci, ça, parce qu'on avait déjà un game plan établi. On avait déjà un game plan, c'est juste l'erreur qui a fait que ça n'amène pas à là. Mais on avait déjà les images en tête et en regardant le combat, ça a été un peu une confirmation de ça aurait fonctionné ça. Et puis à tel moment, on avait prévu de faire ça. C'était logique, quoi. Après, évidemment, c'est pas des mathématiques. Voilà, c'est pas des Tout peut se passer mathématiques. dans un combat. C'est ça, tout peut se passer dans un combat. Donc, en tout cas, ça ne retire pas le mérite. Il a saisi l'opportunité au bon moment. Et Je pense c'est que tu ça, aurais fait c'est la le même jeu. chose. Ouais, c'est ça, c'est ça. Si on peut écourter un combat rapidement avant qu'on ait besoin de prouver qu'on a du cardio ou autre chose, bah, c'est tant mieux. Ça fait partie de la technique même, de l'intelligence de combat. C'est saisir l'opportunité de ne pas prendre trop de risques. Plus un combat dure, plus il y a de chances qu'il y ait un retournement de situation. Donc s'il y a une vraie ouverture où on sait qu'on ne peut pas se faire contrer derrière et qu'on finit vite, bah, faut le faire. Contrairement à Cédric, après sa défaite, toi, tu as su rebondir, tu as eu 3 victoires consécutives. Ouais. Lui n'a pas recombattu depuis. Qu'est-ce que tu penses de la suite de sa carrière? Tu penses qu'il va continuer de combattre comme il le faisait avant, aussi souvent, ou qu'il va juste chercher les money fights, un peu comme Baki comme face à Baki, pardon. Là, je sais pas. Franchement, j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment d'objectif de titre ou quoi. Donc ouais, ça peut être ça, des money fights. J'arrive pas à voir dans quel sens va sa carrière vraiment. Mais c'est vrai que si ça allait dans un sens, je vois plus ça quand même. Des combats juste histoire de faire parler un peu de lui, continuer à avoir un peu d'argent et c'est bon, j'ai l'impression. Il y a un point commun maintenant entre ton futur adversaire et Baki. Donc ils sont tous les deux dorénavant chez Nicolas Hott, ils s'entraînent avec Nicolas Hott. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui étaient au MMA Factory qui sont parties avec Nicolas Hott, comme Nassourdine Imavov. Aujourd'hui, il a une grosse team. À l'époque, c'était le Factory qui avait la plus grosse team, enfin c'est l'équipe qui faisait la plus parler d'elle.
Aujourd'hui, il reste encore quelques noms, bien évidemment, comme Cyril Gann, les frères Younoussov ou encore toi. William Gomis également. Daria Alius et tout. Donc il reste pas mal de monde. Ouais. Mais j'ai l'impression que toutes les caméras sont focalisées sur l'équipe de Nicolas Haute, qu'elle fait énormément parler d'elle. Toi, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que, contrairement à tes anciens partenaires d'entraînement, tu sois encore au Factory? Qu'est-ce qui fait que tu restes au MMA Factory? Donc c'est la qualité des coachs qui m'encadrent. Bien sûr, ceux que j'ai choisis, donc c'est toujours les mêmes, comme je disais, Code Monday, Mathieu Fassel, mon préparateur physique, Benjamin Manga pour la lutte, Anthony Pinzani pour le grappling, avec aussi François Laurent d'Infinity. Et puis bien sûr les head coachs Fernand Lopez et Benjamin Sarfati qui encadrent beaucoup sur tout ce qui est sparring et aussi stratégie dans le camp d'entraînement et la manière de faire tous mes coachs échanger ensemble sur la stratégie qu'on va utiliser tout au long du camp. Et même de temps en temps faire des réunions pour savoir comment ça a avancé, qu'est-ce qu'on modifie. Donc en fait, tout est au point, donc je n'ai pas de raison de changer. Voilà. On a trouvé vraiment ce qui me correspond et ça fonctionne. Et ils me connaissent par cœur et ils arrivent à petit trouver des petites astuces pour me faire évoluer de manière optimisée, quoi. Donc ouais, c'est Nico, je le connais bien et c'est un très bon coach aussi. Mais en tout cas là, je ne vois pas d'intérêt d'aller ni là ou ailleurs. D'ailleurs, tu coaches aussi au Factory, non? Ouais, surtout avant. Là maintenant, c'est plus le cas. Mais maintenant, je suis juste avec mes cours privés ou dans d'autres salles aussi, je donne certains créneaux. Mais voilà, là, en tout cas, je suis bien en tant qu'athlète. Je suis vraiment bien, quoi. Toi, tu penses que c'est parce que beaucoup disent que, tu sais, quand il y a trop d'ego dans une salle, quand tu as trop de superstars, quand il y a trop de superstars, justement, il y a plus ce côté d'ego. En fait, les gens veulent souvent prouver qu'ils sont les meilleurs plutôt que de s'entraider. Toi, tu penses que justement les grosses teams comme ça, comme l'US Metro, l'équipe de Nicolas Haute, etc., c'est efficace, ou toi, tu préfères être aujourd'hui, par exemple, dans une team comme le Factory où il y a encore des superstars, mais il y en a moins qu'avant. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement des teams comme ça où il y a beaucoup de superstars? En vrai, les égos, c'est quelque chose de… Enfin, quand c'est mal géré et que c'est mal placé, c'est quelque chose de malsain qu'à tout niveau il y a. Donc en vrai, le Factory avant, quand il y avait Cyril et Francis en même temps, et qu'il y avait les frères Younoussov avec les frères Lapillus, avec tout le monde en même temps, Samir Feydin, Mehdi voilà. Ben Nagda. Voilà, franchement, c'était une ambiance de fou. C'était parfait. Je ne voyais pas de jalousie particulière. D'accord, c'était une vraie famille, quoi. Une vraie famille. Maintenant, ça s'est un peu plus calmé sur ce côté-là. Il y a moins… c'est plus un peu… ça s'est un peu plus apaisé, quoi. Mais c'est vrai que c'était une super ambiance. Le côté joie était vraiment à son paroxysme, quoi, tu vois. Il y avait des blagues de partout, encore plus. Et pourtant, c'était la période où il y avait le plus de gars qui pourraient éventuellement avoir de la jalousie envers un autre de la même catégorie. Et les deux sont quasiment au top. Donc non, c'était super bien géré. Je pense pas que ce soit un problème le fait qu'il y ait beaucoup de personnes de très haut niveau. Je pense que c'est juste qui est-ce qu'il y a là et la manière dont on encourage ou pas un certain comportement. Quand c'est super bien géré, en vrai, il peut y avoir, comme d'ailleurs au Quai Cliff, d'ailleurs je l'avais visité en vacances il y a longtemps, et franchement, zéro jalousie. Ils sont tellement avec vraiment le même esprit que le Factory d'avant. Comme Shafkat. Voilà, c'est ça. Il y avait les champions du Bellator, du PFL, du ONE FC, de l'UFC et d'autres orgas. Voilà, enfin. Tout se passait bien. Super, super. Rien comme mauvaise humeur. Tout le monde se fait des taquineries, des câlins. Enfin, c'est nickel. Donc, et il y a des salles où il n'y a aucun champion. Et là, c'est sombre, tu vois. Donc en vrai, non, c'est
De l'extérieur, on pourrait se dire ça, mais en vrai, quand on est dedans, on se rend compte que c'est pas les salles où il y a le plus de champions au même endroit, Ouais. où il y a le plus de mauvaises ondes ou jalousie. Enfin, c'est parfois quand il n'y a même pas un champion et que, au final, là, c'est des gens qui amènent un truc mauvais, quoi. Comment tu as su garder la tête haute, toi, après ce combat? Dans quel état mental tu étais? Parce que dernièrement, d'ailleurs, on a interviewé Cyril Diabaté, tu sais, Ouais. et pendant une grosse période de sa carrière, il avait enchaîné 5 ou 6 défaites de suite. Il avait d'ailleurs en plus combattu en kickboxing. Le seul combat qu'il avait gagné, d'ailleurs, c'était face à Michael Bisping, qu'il avait battu en kickboxing. Il parle beaucoup de l'importance du mental, même si on a le physique, même si on a la condition physique, la technique, etc., que le mental, c'est le plus important. Comment tu as su, toi, garder la tête haute? Je pense que c'est par rapport au fait que, comme je le disais d'ailleurs avant le combat contre Cédric, c'est que j'ai vécu beaucoup de choses très dures avant. Du coup, j'ai eu de l'expérience en quelque sorte, même si c'était à une échelle moins répandue, parce que là, du coup, c'est la population entière qui connaît un combat de moi, alors que j'en ai fait en tout plus de 40. J'imagine en plus que beaucoup t'invitaient pour ce combat, alors qu'avant, ils ne te calculaient pas. C'est ça. Ouais. Donc, eux, ils ont eu que cette image-là, mais voilà, au final, moi, dans ma vie, j'avais déjà eu, que ce soit à l'école ou avec la famille ou dans la vie de tous les jours, de tout. Des agressions, du harcèlement, du racisme. J'avais déjà vécu plein de choses très dures. Tu as eu un accident majeur aussi. Et voilà, l'accident de bus à mes 10 ans où j'avais toute la jambe arrachée sous le bus. Donc voilà, on m'avait dit que de base, je ne pouvais même pas faire une rando. Au final, je me retrouve à être déjà titré au championnat du monde amateur, médaille de bronze aux IMAF. J'ai fait des combats en Ukraine, en Angleterre. Au final, après plus de 32 combats amateurs, j'arrive pro, j'ai 7-1. Donc j'ai déjà, à différentes échelles, fait mentir et donner tort à plein de personnes malveillantes ou qui pensaient avoir raison, mais qui au final, ce n'est pas le cas. Juste par rapport à mon mental. Donc ce mental-là, je l'avais déjà avant le combat que j'ai perdu. Et je pense que c'est ça qui m'a préparé en quelque sorte. Donc que ce soit l'accident ou tout ce que j'ai eu avec des différentes personnes, ça m'a permis de déjà me solidifier et avoir cette force qui me permet de m'entraîner très dur, mais aussi de me préparer à toute forme de désillusion que j'aurais pu avoir à un moment. Ben, en fait, je sais que ça ne va jamais détruire le fait que je sais que je peux être un champion. Et c'est pas je pense, c'est vraiment je sais que je peux. Maintenant, je bosse pour, quoi. Bon, on va te laisser, Jordan, parce qu'on sait que tu dois aller en prépa physique. Ouais. Est-ce que tu aurais un dernier mot à adresser à tous ceux qui regardent cette interview et aussi, pourquoi pas, à ton prochain adversaire? Donc, merci à tous ceux qui ont… La caméra est juste là. Ah, ouais. Donc, merci beaucoup à vous pour le soutien, parce que je reçois aussi énormément de soutien, beaucoup de personnes bienveillantes. Et suivez mes prochains combats. Et pour Wissem, prépare-toi bien, comme tous mes adversaires. Donc, je te souhaite que d'être très préparé pour ce qui va t'attendre le 16 mai à l'Adidas Arena. Merci à toi, Jordan, et on te souhaite bon courage à toi pour ton combat. Merci à toi aussi. Et bon courage pour la suite de ta carrière également. Peut-être qu'on sera là plus tard quand tu seras peut-être à l'UFC ou quoi. Merci beaucoup à toi.